L'information consacrée à l'Afrique, comme chaque soir à 20h45. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Le dossier saoudien, ou plutôt le dossier soudanais, pardon, guise d'entame, au vu de la crise que traverse le pays, une guerre civile, devrions-nous dire, et son regain de tension aveugle, où les victimes collatérales font partie aussi de la population civile. Cependant, malgré une accalmie de courte durée, les combats ont repris de plus belle entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Depuis le 15 avril, on déplore plus de 400 morts, dont plus de 260 civils et près de 4000 blessés. Au Soudan, les combats se poursuivent, comme nous venons de le dire, incitant les étrangers à plier bagages. Le bal des évacuations de ressortissants et autres personnels diplomatiques s'effectue dans l'urgence. Point de la situation avec Neyla Hamouda. Fuir les combats à tout prix et quitter le pays en proie à des violences. Sur ces images, environ 150 personnes, dont des diplomates, des officiels saoudiens et leurs familles, ainsi que des ressortissants venant de 12 autres pays, tels que le Qatar, l'Égypte, la Tunisie, l'Inde, le Canada et le Burkina Faso, en passe de quitter le Soudan vers Djeddah par voie maritime. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Port-Soudan après avoir évacué plusieurs citoyens saoudiens de Khartoum en raison de la situation. Le convoi a été bien accueilli et a reçu toute la protection nécessaire depuis Khartoum jusqu'à notre arrivée à Port-Soudan. Nous sommes reconnaissants au chef des forces de sécurité armées soudanaises et au chef de la base navale. Les évacuations ont bel et bien commencé, alors que les combats continuent à Khartoum après une tentative de cessez-le-feu de 3 jours pour la fête de l'Eid. Mission accomplie pour les États-Unis, Joe Biden a annoncé ce dimanche avoir mené une opération de rapatriement de diplomates américains et étrangers par hélicoptère. Dans un communiqué, il a particulièrement remercié Djibouti, l'Éthiopie et l'Arabie saoudite pour leur soutien dans l'opération. De leur côté, les forces de soutien rapide se sont félicitées d'avoir coordonné l'évacuation du personnel américain. L'évolution de la situation à Khartoum inquiète les capitales occidentales. La France a aussi annoncé le début de l'opération d'évacuation rapide de ses ressortissants à Khartoum et de son personnel diplomatique, ainsi que des ressortissants européens venant des pays partenaires alliés. Environ 200 Français sont inscrits sur la liste consulaire au Soudan. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé dimanche l'évacuation du personnel diplomatique du Royaume-Uni et de leurs familles. Une évacuation complexe et rapide dans un contexte d'escalade de la violence et de menaces à l'encontre du personnel de l'ambassade, a tweeté Rishi Sunak. Les Pays-Bas, la Turquie et l'Irak emboîtent le pas aux États-Unis et à la France. L'Australie, elle, appelle ses ressortissants à se réfugier dans un endroit sûr alors que les combats sont à leur 2e semaine. Le Soudan, en une semaine, comme vous l'avez vu, est devenu une zone de guerre entre deux camps, voire plus. Armes lourdes et bombardements aériens sont désormais le lot quotidien des habitants de Khartoum. L'armée régulière dirigée par Abdel Fattah al-Burhan a décidé de prolonger la fermeture de l'espace aérien, et ce, jusqu'au 30 avril. Direction à présent le Mali, un regain d'actes de violence semble s'être assurément emparé de certaines zones du pays, à l'exemple de l'explosion de voitures piégées faisant 10 morts et une soixantaine de blessés non loin de l'aéroport de Sévaré, dans la région de Mopti. On vous propose des témoignages de particuliers sur place. On entendra les sonores dans quelques instants. L'Algérie a condamné fermement les attaques terroristes de Sévaré et a tenu à présenter ses condoléances au gouvernement malien tout en assurant que la solidarité sera ferme dans sa lutte contre le fléau du terrorisme. Somalie, le combat contre les groupes armés fait aussi parler de lui. C'est pourquoi l'armée annonce le lancement d'une opération militaire contre les hommes du Shebab. 14 membres d'entre eux ont été neutralisés par l'armée somalienne lors d'une attaque dans l'État du Sud-Ouest. Les militaires auraient également capturé plusieurs terroristes et récupéré des armes au cours de cette opération.
Tout autre sujet à présent, nous allons parler du Maroc, une question qui divise la classe politique espagnole. L'actuel Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié mercredi Rabat d'allié essentiel concernant la lutte contre l'immigration clandestine, sauf que l'opposition ibérique regarde le Marzen d'un autre œil, souvent critique, en jugeant notamment que la relation marocaine est marquée par trop de concessions. À quelques mois des législatives de décembre, cette question risque d'être encore plus clivante. On en parle encore avec Sofiane Baroudi. Beaucoup d'éléments augurent d'une division profonde dans le champ politique et dans l'opinion publique espagnole autour de la ligne diplomatique de Madrid. Dans un long entretien médiatique, le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez, a tenté de justifier le changement de posture du chef du gouvernement Pedro Sánchez sur la décolonisation du Sahara occidental, tâche historique incombant à Madrid. Une levée de bouclier au sein même de la coalition au pouvoir, en l'occurrence de la formation Unidas Podemos, avait accusé la Moncloa de trahison à l'égard du peuple sahraoui et continue de reprocher à Sánchez un désengagement des responsabilités internationales de l'Espagne. Álvarez a également accusé le chef de l'opposition Alberto Núñez Feijóo d'arborer des positions dangereuses relativement à la politique étrangère du pays. Feijóo, leader du Parti populaire, à l'instar d'autres leaders de l'opposition, a critiqué virulemment le rapprochement entre Rabat et Madrid, qui menacerait les intérêts stratégiques de l'Espagne dans la région. Le PP, principale formation d'opposition, estime que le parti au pouvoir arbore une politique qui menace les intérêts vitaux de l'État espagnol, surtout dans une conjoncture de crise énergétique, d'instabilité économique et du retour des conflits de haute intensité sur le vieux continent. À ce propos, Álvarez a également considéré que les propos de la seconde vice-présidente, Yolanda Díaz, étaient des opinions personnelles. Pour rappel, la ministre du Travail avait déclaré à la Sexta que le Royaume du Maroc était un régime dictatorial, comme elle a clairement pris ses distances avec le changement de position du gouvernement Sánchez sur le Sahara occidental, dont elle soutient le droit à l'autodétermination. Díaz, qui a récemment lancé une nouvelle formation politique, baptisée Sumar, est en liste pour les prochaines élections générales, représentant clairement l'émergence d'un nouveau pôle d'opposition à la gauche du PSOE, avec pour ambition, je cite, de faire de la politique autrement. Les accusations pleuvent donc sur Sánchez, qui aurait été, selon les propos de plusieurs observateurs, victime d'une politique de chantage exercée par le Royaume marocain. On cause l'affaire d'espionnage qui a ciblé le chef du gouvernement et d'autres hauts fonctionnaires espagnols, ou encore la pression via l'utilisation à outrance de la carte migratoire. Des responsables politiques des îles Baléares et des îles Canaries ont à plusieurs reprises réitéré leur soutien à la cause du peuple sahraoui et tiré la sonnette d'alarme en exprimant leur inquiétude quant à la politique belliciste menée par Rabat. À ce propos, El Independiente a consacré un article à l'expansionnisme marocain, phénomène politique représentant un danger pour la stabilité régionale. Cette tendance du régime d'occupation marocain, en plus d'être une véritable menace sécuritaire pour les pays de la région, est une violation claire des traités internationaux et continentaux relatifs au respect des frontières. Toujours au Maroc, le pays est en proie à sa pire sécheresse depuis près de 40 ans, une catastrophe qui entraîne des pénuries d'eau allant jusqu'à perturber l'économie elle-même, une conséquence d'une politique agricole dite aquavore. Les troubles économiques au Maroc se multiplient. La sécheresse complique davantage la situation. Toutes les mesures prises n'ont pas freiné l'impact des perturbations hydriques. La soif guette le royaume. Selon la Banque mondiale, le pays est menacé par une sécheresse dévastatrice pour son économie dès cet été. Les chocs pluviométriques expliquent 37% de la volatilité de la croissance du PIB au Maroc. Compte tenu de leur impact sur la production agricole, la sécheresse de l'année dernière a représenté à elle seule près de la moitié du ralentissement de 12% du pays. Le secteur agricole constitue le premier contributeur au PIB au Maroc. La sécheresse s'annonce comme un désastre pour le monde rural et par ricochet pour toute l'économie du pays. Tous les indicateurs indiquent que le Maroc entrera dans une autre saison sèche. Malheureusement, les agriculteurs seront les premières victimes de cette sécheresse. Les dégâts vont s'étendre à toute l'économie du pays. Le royaume figure parmi les pays confrontés à un stress hydrique très élevé. La détérioration de la qualité des ressources en eau est attribuée à plusieurs causes. C'est d'abord la surexploitation de la nappe phréatique et le gaspillage des eaux des barrages via des systèmes archaïques d'irrigation. Vient ensuite le retard dans le domaine de l'assainissement et de l'épuration des eaux usées. Le tour de l'information africaine arrive à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous laisse avec les nouvelles du ciel et vous dis à demain.